Le micro n'était pas allumé. Donc bonjour, merci de votre présence. On va attendre une petite minute avant de démarrer et je voulais vous solliciter les personnes déjà présentes. Si dans le chat en bas à droite, vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, vous me voyez bien et si vous voyez le support de présentation. Je vous en remercie par avance. Mario. Ah, Mario, bonjour Mario. Je suis content de te revoir par visio interposée. Bon, ok, ben merci beaucoup. Donc, écoutez, on va démarrer puisque tout le monde est à l'heure. Les autres personnes vont nous rejoindre. Donc aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble sur comment mesurer l'impact des biodiversités, des projets qui ont un impact, bien évidemment, sur la biodiversité pour mieux légitimer ce projet. Donc, on va balayer ensemble le contexte des projets au sein des territoires. On analysera les leviers de l'acceptation locale et puis je vous présenterai la plateforme Impact Plus que l'on souhaite développer, enfin qui est en cours de développement, avec différents niveaux de maturité. Donc le contexte, alors vous avez, oui, excusez-moi, là je vais trop vite. Vous avez le chat à votre disposition qui ne sert pas uniquement à me dire si tout va bien. Vous pouvez aussi poser des questions pendant mon exposé. J'essaierai de regarder et puis de toute façon, à la fin, on se prendra du temps pour répondre à vos questions, vos remarques. Vous pouvez aussi vous en servir pour échanger entre vous, hein, ça peut aussi servir à ça. Donc, le contexte des projets insérés dans les territoires, ou en tous les cas qui veulent s'insérer dans les territoires, ben, c'est celui que j'illustre à travers ces images. Donc, on a bien sûr beaucoup de projets pour lesquels tout se passe bien, et puis il y a des projets pour lesquels les choses ne se passent pas très bien, avec une variété, une diversité assez importante en catégorie de projets, mais j'y reviendrai un peu plus loin. Avant de commencer, je voulais vous dire aussi d'où je vous parle, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui légitime le fait que je parle de cette thématique. Donc, bon, déjà, j'ai un passé dans la recherche publique. J'ai travaillé pendant 20 ans avec deux points d'attention. Le premier, c'était la relation entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Là, j'ai animé une équipe de recherche d'une trentaine de personnes pendant 10 ans. Et puis l'autre qui est focalisé sur tout ce qui est interface environnement-société. Et là, j'ai animé pendant 10 ans aussi un groupement scientifique qui rassemblait tous les laboratoires de recherche de Toulouse, Pau et Bordeaux, et qui les interfaçait avec les acteurs de l'eau, les gestionnaires de l'eau, les entreprises et les citoyens. Et puis, donc, il y a 15 ans, j'ai décidé de créer la société acceptable à venir. Donc, j'ai démissionné du CNRS depuis. Et là, je vais aussi m'appuyer sur nos 15 ans de retour d'expérience sur notre métier, qui est un métier donc de double, qui est, premièrement, c'est de développer des méthodes, des process et des outils pour définir les conditions de l'acceptation locale d'un projet. Donc, c'est à la fois donc, notre R&D en relation avec des universités, notamment les sociologues de Jean Jaurès. Et notre autre métier, c'est d'accompagner le dialogue territorial, les projets qui veulent donc se développer sur un territoire, avec comme succès le fait qu'on a 90% des projets qu'on accompagne qui ont obtenu leurs autorisations. Et le dernier point, oui, j'oubliais le dernier point, c'est que je me réfère souvent, en tous les cas, à ce qui se passe au Québec. Au Québec, c'est, je pense, le seul État dans lequel le ministère de l'Environnement oblige les porteurs de projets à obtenir l'acceptabilité sociale
pour avoir leurs autorisations. Donc ils ont beaucoup d'avance sur nous, sur, comment les choses peuvent se passer. Alors je vous le disais, donc les différents, secteurs d'activité sur lesquels on travaille, hein, depuis 15 ans. Donc il y a tout ce qui est énergie renouvelable, donc éolien, photovoltaïque au sol, agri-PV, méthanisation agricole, hydroélectricité, bois énergie. Depuis 4-5 ans, la gestion et le traitement des déchets. Donc là, c'est l'accompagnement des grandes installations de stockage de déchets ou les unités de valorisation énergétique des déchets ou autrement appelés incinérateurs de déchets. Dans le domaine de l'eau, qui est mon domaine d'origine, ben, on travaille aussi sur la réutilisation des eaux usées, euh, sur les problématiques de télérelevé, les problématiques de résidus de médicaments dans les eaux, les problématiques de stations d'épuration et la méthanisation des boues. Au niveau agricole, on est intervenu pas mal sur la méthanisation agricole, sur les changements d'itinéraire technique. Donc ça, c'était dans le cadre d'un projet européen que j'ai piloté avant de quitter le CNRS, avec d'autres organismes, à INLARE notamment, et qui avait rassemblé 100 chercheurs et qui travaillaient sur la France et l'Espagne et qui a été un vrai succès auprès des agriculteurs et auprès des collectivités locales, mais beaucoup moins sur l'aspect donc gestion plus haute des problématiques environnementales. Donc agriculture, donc des problématiques d'interaction avec la société, les problématiques de phytosanitaire. On travaille aussi sur le secteur de l'extraction des matériaux, hein, c'est-à-dire les matériaux, on en a besoin, mais bien évidemment, quand il faut créer une carrière, ouvrir une carrière ou les tentes, que les ouvertures de carrière sont de plus en plus rares, ben, ça crée obligatoirement de l'émotion autour du projet. Et puis, on a aussi travaillé sur toutes les problématiques de stockage de CO2 et l'installation des sites de production. Donc, ce qui nous donne une vision assez diversifiée de quelles sont les problématiques que rencontrent les projets sur les territoires. Alors, je vais prendre un exemple hein, dans tous ces secteurs d'activité qu'on accompagne, celui des énergies renouvelables, qui présente la caractéristique d'avoir une acceptabilité sociale assez élevée, puisque donc les dernières enquêtes montrent que 8 Français sur 10 veulent plus d'énergie renouvelable, avec 1 sur 3 qui dit que c'est une priorité. Et puis, face à ça, dès on arrive sur le territoire, les choses se passent complètement différemment. Donc là, on est plutôt sur des contestations pas quasi automatiques, mais pas loin quand même, des projets qui arrivent sur les territoires. Donc il y a bien un paradoxe pour les énergies renouvelables, mais il y a un paradoxe pour tous les projets, en fait, c'est que tant qu'on les réfléchit à l'échelle nationale ou supra-départementale, les choses vont à peu près, mais quand on commence à mettre les pieds sur le territoire, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Donc, alors bon, je vous ai dit, hein, j'ai été chercheur, donc quand j'ai créé la boîte, ben, j'ai fait de la R&D avec les sociologues, aidé par l'ADEME, la BPI Innovation et puis la région, pour essayer de comprendre de quoi on parlait. Au-delà des mots, hein, parce que peut-être certains d'entre vous savent que acceptabilité sociale, c'est pas toujours bien vu. Donc, il y a plein de termes, appropriation locale, acceptation locale, enfin, peu importe. C'est quels sont les mécanismes qui rentrent en jeu quand un projet arrive sur un territoire. Bon, on s'est aperçu, alors là, on n'est pas dans les sciences exactes, hein, donc ce sont des ordres de grandeur, mais on s'est aperçu que si les choses se passent bien ou si les choses se passent mal, bah, c'est 50-50, c'est-à-dire c'est autant la responsabilité du projet que du territoire. Qu'il y a 3 entités qui rentrent en ligne de compte, c'est le projet en lui-même, le territoire, bien sûr, par définition, dans sa structure, dans son organisation, et puis les perceptions qu'on va avoir toutes les personnes qui vivent sur le territoire, que ce soit des citoyens jusqu'aux services de l'État aussi, hein, qui sont des êtres humains avant toute chose. Et donc, il y a ces 3 ingrédients qui vont entrer en ligne de compte. J'attire votre attention sur le fait qu'avec les sociologues, on a montré qu'un projet en termes de perception était vu en 3 dimensions. Donc, il y a un tiers qui porte sur le contenu technique, réglementaire, économique,
ce qui fait 99% de la vie des gens qui portent un projet, hein. Ils sont plutôt focalisés là-dessus parce que si le projet n'est pas bien techniquement ou qu'il n'est pas conforme réglementairement ou qu'il n'est pas viable économiquement, mais il n'y a pas de projet. Donc, c'est très simple. En revanche, en termes d'acceptabilité ou d'acceptation locale, ben, on s'aperçoit qu'il y a deux autres, ça pèse qu'un tiers, et que les deux autres tiers, c'est lié directement au relationnel qui va être mis en place avec le territoire et ce qu'on appelle le portage local non juridique, c'est-à-dire c'est comment les gens vont s'approprier le projet. Et la réponse, là, je n'ai pas écrit, mais la réponse aux 3J de la justice, est-ce que le projet est équitable, est-ce que le projet, il y a de l'information de qualité qui diffuse auprès des personnes, et est-ce qu'il y a une relation d'ouverture et de dialogue qui est mise en place. Voilà, ça, c'est de la littérature anglo-saxonne qui nous le montre. Bon, alors, je le répète, hein, les 50-50 ou les 1 tiers, 2 tiers, ce sont des ordres de grandeur, ce ne sont pas des sciences exactes, mais on s'aperçoit que bon gré mal gré, c'est quand même quelque chose qui est relativement juste. Le 50-50, c'est pour dire que si ça se passe mal, ben, ce n'est pas soit 100% de la faute du projet, soit 100% de la faute du territoire. C'est toujours donc une mise en perspective des responsabilités de chacun. Alors Mario, tu me poses la question de savoir si j'ai des exemples concernant les projets de restauration écologique qui rencontrent aussi des oppositions. Alors je sais que moi j'avais été sollicité pour répondre à un marché, justement de restauration hydromorphologique. Bon, alors, le groupement n'a pas été retenu, mais ce qu'on avait vu quand même, c'est qu'il y avait une inquiétude de la collectivité, enfin du syndicat, justement du positionnement notamment des riverains et des propriétaires. Donc oui, même quand il y a une dimension vertueuse dans le projet, on s'aperçoit bah, que ce n'est pas forcément perçu de la même façon par tout le monde. Donc on est bien encore dans les perceptions et il n'y a pas forcément le sens du projet n'est pas forcément le gage de réussite du projet. Dans les énergies renouvelables, tous les jeunes que j'accompagne sur le territoire, parce que c'est un secteur où il y a beaucoup de jeunes qui sont chefs de projet, ils sont tous persuadés et intimement convaincus qu'ils vont être bien accueillis parce qu'ils apportent de l'énergie renouvelable, donc la transition écologique et qu'on sort des énergies fossiles, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Alors, ce que l'on a observé, hein, nous, à travers nos 15 années de travail sur le terrain, c'est que les projets qui obtiennent leur autorisation sont ceux qui ont accepté de faire évoluer leur projet. Donc, quand on parle d'acceptabilité, on s'aperçoit que l'acceptabilité, ce n'est pas uniquement, il faut, entre guillemets, faire accepter aux citoyens, aux habitants, aux élus. Non, c'est aussi le porteur de projet qui doit justement accepter, parce que je viens d'expliquer, c'est que son projet, lui, il le perçoit d'une façon très positive, mais ces perceptions ne vont pas être forcément partagées, et il faut qu'il accepte, lui, de bouger des lignes pour que le dialogue puisse se mettre en place, parce qu'autrement, on est face à face et mur contre mur, et les choses n'avancent pas. Donc, on s'est aperçu que les projets qui acceptaient donc de faire évoluer leur projet travaillaient sur l'évitement ou la réduction des conséquences négatives sociétales et environnementales. Donc ça, c'est des vrais leviers assez puissants. Alors, l'environnemental, c'est à la fois du réglementaire, mais pas toujours, hein, parce qu'il y a aussi des perceptions de l'environnement qui sont au-delà du réglementaire. Les gens peuvent estimer, même si réglementairement c'est valable, que du défrichement, par exemple, n'est pas acceptable. Et puis les projets donc, qui ont fait un gros effort de travailler de favoriser les conséquences positives et équitables de leur projet. Alors il y en a pour lesquels c'est plus dur que pour d'autres, hein. Par exemple, l'extraction des matériaux, ben, c'est compliqué d'avoir des conséquences positives et équitables en termes, en tous les cas, de matériel. Mais en revanche, nous, on a accompagné des projets d'extraction de matériaux où il y a eu un travail assez important fait par le carrier pour associer au plus proche des décisions les riverains. Et donc, on est bien sur les 2 tiers, hein, de l'iceberg. Et là, ça a créé de la confiance et le projet a pu ainsi obtenir ses autorisations sans recours.
Alors la synthèse de tout ça, c'est que ce qu'on propose nous, bah, c'est de passer d'une démarche classique pour comment on gère les projets à une démarche alternative avec plutôt une recherche de légitimité. Parce que maintenant, il est très clair que les projets qui sont conformes ne sont pas, ça suffit pas, hein, même s'il y a une tendance quand même il y a un retour de balancier actuellement, mais enfin, on voit bien quand même que là, il y a un besoin de légitimité sur le territoire pour que les choses se passent au mieux. Alors bien sûr, il faut que le projet, au minimum, soit conforme. S'il n'est pas conforme, s'il ne respecte pas la réglementation, ça va être compliqué. Alors la démarche classique, donc je caricature, je ne sais pas si dans l'assemblée, il y a des gens qui sont des directeurs d'opération, des directeurs de projet ou d'aménagement, enfin quand je parle ou des directions, hein, je caricature un peu, mais enfin il y a trois grandes phases. Il y a une phase de préfaisabilité où là, il va une approche d'optimisation, donc plusieurs variantes, scénarios vont être étudiés pour trouver celui qui sera le plus équilibré d'un point de vue faisabilité technique, économique, et puis la conformité, respect de la réglementation. Après, il y a une décision de la direction, et après, le projet descend sur le territoire. Et donc, on est plus dans des approches donc, défensives du projet, c'est-à-dire qu'on vient défendre son projet, avec de l'information, de la communication, de la négociation, de la concertation, et souvent aussi l'utilisation de l'arsenal juridique quand on est face à des recours. Donc ça, je la caricature, mais c'est la démarche classique pour faire des grands projets sur les territoires. Et ce que nous, on propose, c'est une démarche alternative, où on commence toujours par l'étude, mais cette fois-ci, et dans les préfaisabilités, et cette fois-ci, on y intègre le plus rapidement que possible les dimensions sociétales et environnementales. Et avant de la décision, on vient y mettre du dialogue, c'est-à-dire avant de décider quel est le projet qu'on va déposer, ben, il faut avoir cette phase de dialogue. Alors bien sûr, tout ça, ce sont des processus itératifs, hein, c'est pas on réfléchit d'un côté, après on va voir dans ces processus itératifs, puisque les choses s'alimentent les unes avec les autres. Alors, nos retours d'expérience aussi, puis de la littérature, montrent que ce qui est important dans ces façons de faire, c'est ce qu'on appelle les coûts de transaction, hein. C'est-à-dire que quand vous faites un projet, ben, il y a des coûts de négociation, il y a des coûts de concertation, il y a des coûts de conception, ce qu'on appelle conception institutionnelle, c'est-à-dire le rôle et l'interaction des institutions. Il faut mettre tout le monde euh, aligné par rapport au projet. Ça, c'est quand on est dans la recherche de légitimité. Quand on fait des démarches classiques, eh ben, il y a des coûts de conflit, de renégociation, de litige, de blocage, d'abandon, même des projets qui sont abandonnés parce qu'il y a trop d'opposition. Et puis après, ça coûte très très cher de refaire le projet. Donc, en fait, la référence que je peux vous apporter, c'est une étude qui avait été faite, la concertation est-elle rentable, hein, en 2018, par Cécile Blatrix et Jacques Méry, qui avaient travaillé sur des projets de gestion de déchets en Île-de-France. Et ils avaient noté le fait que les projets concertés, ils avaient des enveloppes qui allaient de 50 à 200 kilos euros, et les projets non concertés, eux, avaient des projets, des enveloppes qui étaient de coûts de transaction qui étaient avec un zéro de plus, quoi. On changeait complètement d'ordre de grandeur. Donc, on voit bien qu'il y a tout intérêt à rechercher la légitimité que plutôt d'essayer une démarche classique, c'est-à-dire je fais un beau projet technique et qui financièrement tient la route. Il est réglementaire, donc j'avance et les choses vont se faire comme ça. Bah, on s'aperçoit que c'est de plus en plus compliqué. Et il est vrai que plus le sujet est sensible, donc là, les déchets, c'est toujours hyper sensible, c'est compliqué. Mais comme je disais tout à l'heure, les faux amis, c'est les projets qui ont un sens fort, notamment le réaménagement des restaurations écologiques ou par exemple les énergies renouvelables, qui sont aussi de plus en plus confrontés à des contestations, des oppositions, donc des ralentissements. Donc nos retours d'expérience nous montrent que
que pour opérer la mise en adéquation du projet avec le territoire, en fin de compte, il y a deux grandes voies qui ne sont pas forcément exclusives, hein, qui peuvent être complémentaires. Nous, depuis le début, il y a 15 ans, dans l'entreprise, on s'est dit il faut travailler sur les approches de préfaisabilité. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur le développement d'outils logiciels, de process, de méthodes. Mais bon, les opérateurs ne sont pas encore dans ces démarches, donc ils sont plutôt sur des démarches plus classiques d'accompagnement sur le territoire, donc plutôt de communication, concertation, formation, consultation, co-construction, enfin tous les outils qu'on peut utiliser. Mais on sait, nous, par expérience, que de travailler plus à l'amont, ça coûte beaucoup moins cher que d'attendre que les choses soient déjà bien engagées pour travailler, même si, je vous le disais tout à l'heure, nous, on a 90% de succès dans le dialogue territorial où les projets obtiennent leurs autorisations, mais je pense que, enfin, c'est pas que je pense, je suis même sûr que ça leur coûte beaucoup plus cher en temps déjà et en argent que s'ils avaient intégré très très à l'amont ces dimensions-là, d'où notre proposition de développer la plateforme Impact Plus, qui est un peu l'objet aujourd'hui de cette présentation. Donc, juste une petite parenthèse, parce qu'en fin de compte, depuis le début, sans prononcer le mot, mais on parle de risque, hein, de risque de contestation. C'est pas, et quand on fait un projet, on fait les analyses de risque. Donc, analyse de risque technique, analyse de risque financier, économique, réglementaire, administratif, environnementaux et sociaux, contractuels et juridiques. C'est ce qui va permettre à des responsables de dire on y va ou on n'y va pas. Mais en revanche, le risque, la dimension sociétale, plus que la partie, ce qu'ils appellent sociaux, là, c'est les fameuses analyses Pestel, mais l'idée de vraiment aller chercher la sensibilité du territoire et les attentes du territoire, ça va rendre compte de l'acceptabilité, et là, c'est rarement pris en compte. Et je cite Andrea l'adjoint qui, lors d'une rencontre, à qui j'avais posé la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas trop de problématiques de réglementation qui s'empilent et qui complexifient les décisions, avait réfléchi, m'avait dit non, c'est pas les réglementations qui freinent les projets, mais c'est l'interprétation que l'on en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il est en train de me dire que les services de l'État, s'ils ralentissent un projet, c'est aussi lié à l'interprétation qu'ils font des textes, et il nous ajoutait d'ailleurs que si on n'avait pas une interprétation des textes, on ne serait pas dans une démocratie, donc il a tout à fait raison. Mais en tous les cas, il m'a ajouté aussi le fait qu'il avait observé que les projets qui intégraient les enjeux territoriaux étaient beaucoup plus faciles à instruire, parce qu'en fin de compte, ça veut dire que sur le territoire, il y a quelque chose qui se passe qui est positif, et que quand c'est positif sur un territoire, tout le monde se parle, le bouche à oreille fonctionne bien, et même les services de l'État entendent ce qui se passe et sont plus vigilants par rapport à des projets qui, eux, pour lesquels n'ont pas pris en compte le territoire et pour lesquels les choses ne se passent pas forcément bien. Alors, Impact Plus, c'est quoi? Alors, Impact Plus, c'est une plateforme hybride, c'est-à-dire logiciel et expertise, qui propose un référentiel unique pour évaluer et comparer les scénarios de la préfaisabilité. Alors, pourquoi le référentiel unique? C'est donc la possibilité de donner un cadre de référence commun à l'échelle de l'entreprise. C'est-à-dire, on s'adresse à des opérateurs. Alors, quand je dis entreprise, ça peut être des collectivités aussi, hein, mais bon, nous, on a plutôt l'habitude de travailler avec des entreprises, mais s'il y a des collectivités qui sont volontaires, elles sont les bienvenues. C'est d'avoir un cadre commun, c'est-à-dire qu'il peut s'appliquer à tous les projets portés par une collectivité ou tous les projets portés par une entreprise. Mais en même temps, cet outil doit être capable de prendre en compte les impacts locaux, hein, puisqu'on est dans du contexte local. Donc, on est à la fois en capacité de travailler très à l'amont avec un référentiel commun à tout le monde. Donc, c'est-à-dire tout le monde dans l'entreprise ou dans la collectivité peut se parler parce que les choses sont faites de la même façon. Mais en revanche, c'est des outils qui doivent être capables d'intégrer les spécificités de ce qu'on appelle le binôme projet-territoire, donc c'est-à-dire la spécificité du projet et du territoire concerné.
Ça, c'est vraiment, très important, de ne pas avoir quelque chose qui fonctionne bien à l'échelle locale, mais qui, quand on veut changer de projet, bah, pour l'entreprise, on ne va pas avoir le même référentiel, on ne va pas être capable de comparer un projet par un autre, donc ça, c'est pas forcément, très efficace. Donc là, on a pris pas mal de temps pour avoir quelque chose qui soit donc, transposable d'un sujet, à un autre ou d'un projet à un autre au sein d'une même, entité. Alors la plateforme, elle doit permettre, alors à terme, parce qu'on est en développement là, donc de standardiser l'évaluation avec une méthode homogène et partagée en entreprise, donc c'est ce que je viens de dire, de comparer des variantes, des scénarios sur une base commune et objectivable. Donc toujours pareil, si on veut comparer, il faut que les choses soient faites de la même façon, surtout que là, on va rentrer dans un domaine où on ne va pas pouvoir mesurer physiquement exactement ce qui se passe, hein. Et ça permet aussi de contextualiser les résultats selon les enjeux locaux. C'est ce que j'ai dit aussi, contraintes et opportunités du territoire. Donc, en termes de résultats, ça permet d'adapter le projet au territoire dès l'amont, hein, ce que je dis depuis le début. Donc, plus on anticipe, moins ça coûte cher, afin d'intégrer les enjeux sociétaux et environnementaux, de renforcer la légitimité du projet et de créer les conditions favorables à son acceptation locale. Donc, j'utilise ces mots volontairement, hein, conditions favorables à l'acceptation locale. On n'est pas, nous, dans un métier, on n'est pas dans un métier où on fait passer les choses en force. Réduire les risques de contestation, de blocage politique ou social, et donc limiter les recours administratifs contentieux. Donc, j'ai une question là. Quelle posture adopter face à des communes qui imposent des normes de végétaux à très basse valeur ajoutée en matière de biodiversité, notamment si la commune est assez fermée à la discussion? Alors, ça, c'est quelque chose que l'on rencontre de plus en plus, hein, c'est-à-dire que les projets, bien, c'est multi-acteurs, donc il y a les collectivités, alors, et puis il y a d'autres acteurs, hein, il y a des agriculteurs quand il s'agit de projets qui sont en relation avec l'agriculture, il y a les associations, il y a les services de l'État. Donc, le mieux, ça, c'est d'arriver à mettre le dialogue sur la place publique. Alors, il faut être très vigilant, il faut faire beaucoup de précautions parce que, j'ai connu des entreprises, qui étaient dans le même cas de figure que vous et qui ont dit: «Bah, puisque la collectivité ne veut pas discuter, ne veut pas avancer, nous, on va faire du porte-à-porte». Bah, je leur ai dit: «Ne faites surtout pas ça, parce que là, vous allez vous mettre la collectivité encore plus à dos qu'avant». Ils l'ont fait et c'est ce qui s'est passé. Donc, projet, terminé, on n'en parle plus. Donc, il y a toute une approche, hein, une stratégie à développer qui permet de mettre la discussion sur la place publique, c'est-à-dire de faire partager les enjeux et pas que ça soit uniquement certaines parties prenantes qui décident pour tout le monde, même si une collectivité elle a quand même du poids, mais elle n'est pas la seule à vivre sur le territoire. Donc, il faut avoir cette stratégie d'approche du dialogue territorial où eh ben, en fonction de la problématique et du binôme projet territoire, il y a plusieurs approches qui peuvent être faisables. Mais en tous les cas, je vous en parlerai après. On a développé des outils qui permettent de qualifier assez rapidement une situation et de mettre en place la stratégie d'approche du territoire qui va bien. Et ben même d'ailleurs, je vais même vous en parler tout de suite, je crois. Voilà, c'est ça. Donc nous avons développé, alors pour l'impact, il y a 2 dimensions. Il y a la capacité à évaluer les conséquences sociétales du projet, comment le projet va être perçu. Et après, il y a les conséquences environnementales. Donc là, je commence par l'aspect sociétal. Donc on a là, les outils sont bien développés. Donc ça date de 12 ans maintenant. On a travaillé avec les sociologues là, sur ce qui nous a permis de développer START. Donc START, c'est un algorithme qui va permettre de qualifier à travers un questionnaire le potentiel d'acceptabilité d'un projet dans ces 3 dimensions, hein, aussi bien contenu, relation que portage, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça fait 12 ans que ça fonctionne. Et on s'aperçoit que ça marche super bien. C'est-à-dire que nous, on a une très bonne idée de quel type de projet et quels sont les problèmes qu'il va rencontrer. Alors, je vous montrerai un peu en détail, hein, ce n'est pas forcément tout de suite le détail près, mais ça donne quand même des très, très bonnes indications. On a développé aussi Impact. Alors, ce n'est pas Impact Plus, c'est Impact, là, mais qui va mesurer la sensibilité sociétale d'un territoire au niveau des communes, mais aussi au niveau de ce qu'on appelle les territoires englobants, puisque un projet, on sait très bien que il agit sur une commune, par exemple, ou 2 communes, mais il va y avoir des répercussions au niveau supracommunal. Donc, c'est-à-dire si ça se passe mal,
si le dialogue ne se met pas en place, si le projet n'a pas réfléchi à éviter ou diminuer ses impacts, ben, tout de suite, il va y avoir des renfleurs qui vont arriver. Et c'est comme ça qu'on crée, par exemple, des ZAD ou des choses similaires, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on est obligé de regarder aussi ce qui se passe à l'échelle supracommunale. Donc, on analyse ce qui se passe au niveau des Comcom, au niveau des départements, au niveau des régions, de là ou des régions concernées, avec des indicateurs spécifiques qu'on a développés qui nous permettent d'avoir une bonne idée de comment le territoire va réagir. Et c'est comme ça qu'on fait une analyse de risque. Donc, on a start, on a impact, et donc on est capable d'évaluer le risque de contestation. Donc, on est en probabilité, bien sûr, hein, on n'est pas sûr à 100%, mais pour l'instant, on se trompe pas trop en termes d'évaluation du risque. Enfin, on est capable de dire s'il n'y a pas de risque, s'il y a des risques modérés ou s'il y a des risques critiques élevés, ça, on se trompe très, 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 très rarement, quoi. Donc, ça, c'est la partie analyse du territoire. Donc, par exemple, la question qui m'était posée là sur une commune qui impose des choses, ben, nous, on s'est dit, avant de faire des réponses qui sont des réponses copier-coller, parce que ça, on sait que ça ne marche jamais. On a une méthode générique, elle, qui est transposable d'un site à l'autre. Comme je vous disais, on travaille depuis 15 ans comme ça. Et donc, on a développé l'analyse de risque, là, c'est 850 € pour un projet et sur une commune. Et ça nous permet de nous donner, nous, de l'information qu'on vous donne après, et ça permet de mettre en place une stratégie d'approche du territoire. Bon, je n'avais pas prévu de parler ça aujourd'hui, mais puisque j'ai la question, j'en profite. Et donc, les résultats que l'on a, donc on a identifié 6 grandes catégories qui vont rentrer dans les perceptions du projet, que sont la pertinence. Est-ce que ce projet il est bien chez moi, ou il devrait être ailleurs? Bon, c'est souvent il devrait être ailleurs, mais on va un peu plus loin que ça quand même. Est-ce qu'il est équitable? C'est-à-dire, est-ce que les conséquences positives et négatives sont bien réparties? Est-ce qu'il n'y a pas que certains qui vont avoir que des conséquences positives et les autres que des conséquences négatives? Est-ce qu'il est crédible? C'est-à-dire, alors la crédibilité, c'est à la fois sur le projet, sur le portage du projet, hein, sur le porteur de projet. L'ancrage, est-ce que c'est un projet qui est bien ancré dans mon territoire? Est-ce que l'entreprise qui le propose est là depuis longtemps? Avec le bémol, c'est que, par exemple, pour l'agriculture, méthanisation agricole, les agriculteurs ne comprennent pas parce qu'ils sont super bien ancrés, mais dès qu'ils changent d'activité, ben, ils ont des contestations. Là, ça les surprend beaucoup. Donc, ce n'est pas toujours gage de sécurité. L'ouverture, est-ce que c'est un projet qui peut encore vivre, peut encore évoluer, hein, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, la responsabilité, donc ça veut dire, est-ce que celui qui porte le projet va bien faire ce qu'il dit qu'il allait faire? Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et bien évidemment, une fois qu'on a identifié les scores dans ces grandes catégories, ben, vous voyez tout de suite que quand on a un score très faible, quand c'est rouge, ben, on a une grande marge de manœuvre. Et là, on est capable de lister les actions qui vont permettre de changer complètement la perception du projet, puisque c'est ça qu'on essaie de faire, c'est changer les perceptions du projet, en changeant le projet, bien évidemment, mais pas uniquement sur les dimensions techniques et économiques et réglementaires, pas sur le contenu, sur d'autres dimensions, pour aller gagner de la confiance et pouvoir discuter. Parce qu'en fin de compte, souvent, quand on ne discute pas, c'est que la confiance n'est pas là. Ah oui, je reviens en arrière. Donc, sur le faible score de la responsabilité, eh ben, ça veut dire que là, on avait un projet. Alors, dans le questionnaire, donc le questionnaire, il y a des questions récurrentes qui viennent. La personne qui répond, et donc l'algorithme il met en correspondance les réponses avec des éléments que l'on sait intervenir dans l'acceptation ou les perceptions positives d'un projet. Donc là, les réponses qui étaient faites montraient que visiblement, on n'avait pas affaire à quelqu'un qui pouvait tenir ses engagements. Voilà. Alors, soit parce qu'il ne voulait pas, soit parce qu'il ne pouvait pas. C'est-à-dire que les porteurs de projets ne sont pas toujours en capacité de tenir leurs engagements. C'est pour ça que nous, on insiste énormément de travailler sur les phases amont, parce qu'il y a de temps en temps des engagements qui sont pris un peu d'une façon par hasard sur le terrain, et une fois que les engagements sont pris, c'est très dur, et la personne peut s'apercevoir que son responsable n'est pas d'accord, ou que financièrement, ce n'est pas possible. Donc là, il faut être en capacité d'être responsable, c'est-à-dire, une fois qu'on est en relation avec le territoire, d'être capable de dire ce que je dis, je peux le dire parce que j'ai vérifié avant, quoi. Voilà.
Maintenant, on va passer sur le volet plutôt biodiversité, environnement. Donc, je fais référence à trois grands résultats. Le premier, bon, c'est la biodiversité favorise la multifonctionnalité des écosystèmes. Bon, là, j'ai récupéré un article est-ce qu'il est où dans Nature Communication, donc en 2015, mais bon, je pense que les choses sont quand même stabilisées depuis très longtemps. Alors, peut-être qu'on ne connaît pas exactement toutes les relations, mais on sait quand même qu'il y a une relation assez forte entre un écosystème qui a une forte biodiversité et les fonctionnalités, les fonctions qu'il peut proposer. La plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et services écosystémiques, autrement appelée IPBES, identifie donc trois grandes catégories de valeurs humaines attachées à la nature. Donc l'instrumental, est-ce que c'est utile d'un point de vue économique, et puis les équivalents techniques pour avoir des services écosystémiques. Donc, on remplace, par exemple, une zone humide en bord de cours d'eau peut avoir les mêmes fonctionnalités qu'une station d'épuration, voilà. Du relationnel entre les liens sociaux, culturels, identitaires, et puis intrinsèques, valeurs propres à la nature, indépendamment des bénéfices humains. Donc, ça veut dire que quand on parle des conséquences autour de la biodiversité, c'est à la fois l'environnement, le fonctionnement des écosystèmes, et puis les perceptions, la représentation sociale de cette biodiversité locale. Et puis, donc là, moi, j'ai participé à des travaux puisque j'ai eu la chance de piloter une équipe de recherche pendant 10 ans sur cette problématique-là. Donc, on avait sorti un papier, c'est la diversité biophysique des écosystèmes contre leur fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a, bien sûr la biodiversité, mais on a aussi l'organisation structurelle du paysage qui confère des potentialités fortes ou moins fortes de fonctionnement d'un écosystème. Pour faire simple, si vous avez une rivière qui peut déborder, eh ben, elle va, c'est ça c'est le côté physique. Ben, ça va faciliter les processus biologiques. Si la rivière elle est complètement enclavée par des enrochements ou des digues, ben, on va perdre ses fonctionnalités. Donc là, je vais vous montrer un peu comment fonctionne l'outil là. Donc c'est donc comme un outil tout classique. Il y a des entrées. On va apporter des entrées. Donc on a fait on a fait quelque chose qui permet par le porteur de projet de qualifier son projet en caractérisant les milieux naturels qu'il a dans la sphère sur laquelle il travaille. Et anthropisé aussi. Ça peut être un champ donc, agricole, donc c'est anthropisé. Et puis les enjeux du territoire, donc avec pas de data au minimal. C'est-à-dire qu'on est aussi en capacité de rentrer pas beaucoup d'informations. Alors on sait que si on rentre pas beaucoup d'informations, les résultats sont plus ou moins forts, mais en tous les cas, ça permet d'agir même si on n'a pas beaucoup d'informations. Puisque rappelons-nous qu'on là, on est très très à l'amont des projets. Les calculs vont simuler des conséquences d'un projet sur les ressources économiques directement liées au milieu. Donc, c'est-à-dire si vous avez une forêt, on sait que c'est utilisé. Si on a un champ, ben, c'est utilisé. Donc ça, c'est pas tant la biodiversité, mais après, on commence à rentrer vraiment sur l'aspect biodiversité quand on va regarder les valeurs des services écosystémiques qui sont créés par le projet, qui sont modifiées ou qui sont détruites. Voilà. Et donc là, on a fait un effort, nous, de travailler en euros. On travaille en euros par hectare. Alors, ce n'est pas forcément toujours les mêmes euros, mais ça permet d'objectiver une situation. Et on n'oublie pas la valeur patrimoniale des milieux, c'est-à-dire donc les personnes, pour elles, que représente une forêt, que représente un kilo de libellules, que représente des grenouilles, au-delà du fait que c'est inscrit sur une liste d'espèces à protéger. Bon, en plus, on s'adresse, nous, là où il n'y a pas de la réglementation, donc il n'y a pas forcément d'espèces à protéger, mais il y a une valeur qui est donnée par les gens qui vivent là sur un paysage, sur un milieu naturel, sur de la flore et de la faune. Et le résultat, lui, c'est un tableau de bord avec des résultats détaillés que je vais essayer de vous montrer. Alors, je ne vais pas vous montrer les détails, mais comment ça se présente, et puis une synthèse graphique. Donc là, je vous montre juste ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a prévu quelque chose. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore développé d'un point de vue convivial au point de vue informatique, mais la structure est là. Ça permet donc à n'importe quel développeur de projet de donner le maximum d'informations sur son projet en sachant qu'on le guide. C'est-à-dire qu'il y a des catégories qui sont déjà pré-remplies, puis lui, il n'a plus qu'à cocher oui, non, pour que ça aille plus vite.
Et là, je ne vous ai montré que la partie territoire, bassin versant, zone humide, là, parce que là, c'était un cas de figure qu'on avait développé pour un cours d'eau. Et une plaine d'inondation. Et puis, donc, il y a aussi, vous avez le pendant sur la description à la fois environnementale, sociétale, individu, entreprise, collectivité qui est ici sur le territoire. Donc, c'est une sorte d'analyse de Pestel, mais orientée sur qu'est-ce qu'on va en faire ensuite pour calculer l'impact sur la biodiversité. Donc, vous aurez la partie calcul. Alors là, je ne suis pas rentré dans les détails. Bon, déjà, ce que je n'ai pas forcément non plus envie de, puisque ça va être mis en ligne, que tout le monde aille piocher dans nos calculs, mais l'organisation des calculs. Donc, on va regarder les fonctions de régulation, les fonctionnalités des écosystèmes, le fonctionnement de la société. Tout ça va être traduit en euros détruits ou en euros créés. Hein. Et bien évidemment, pour faire tourner l'intérieur du moteur, ben, il faut qu'on ait des informations. Donc, toutes ces informations, elles proviennent de la littérature internationale avec ce qu'on appelle les équivalents techniques, hein, par exemple. C'est-à-dire que ce que je vous expliquais tout à l'heure, une zone humide, on sait que ça remplace une station d'épuration de telle dimension. Donc, on a facilement le coût d'une station d'épuration. Donc, on a un équivalent technique. Et puis, le fameux consentement à payer des économistes. Alors, on est bien d'accord qu'on n'est pas dans des sciences exactes, mais ça permet d'objectiver des situations. Je vous montre un exemple. On a simulé des scénarios d'aménagement sur un cours d'eau, la Garonne en l'occurrence. Donc alors tu m'as posé la question, Mario, tout à l'heure, on avait fait cette simulation avec le SMEAG. C'est quelle est rapportée si on enlevait des digues, des enrochements. Qu'est-ce qu'elle allait apporter la reconnexion entre la Garonne et les plans d'eau annexes, qu'on appelle les bras morts ou les Launes, si on est lyonnais. Et puis, quelle était l'action d'un plan de gestion d'un ancien bras mort abandonné. Voilà. Donc, là, on a développé le prototype qui s'appelle Eval Biodiv, qui est vraiment centré sur la biodiversité. Et les résultats, c'est ce type de résultats. Donc là, je vous montre pas les détails, je vous montre le tableau de pilotage. Hein. C'est qu'est-ce que va apporter les actions avec les 3 scénarios, donc retrait des digues, connexion Garonne plan d'eau, plan de gestion, et puis le cumul des 3 scénarios. Donc, ça permet tout de suite aux porteurs de projet de dire, bon, voilà ce que ça va apporter. Est-ce que je m'engage là-dedans, hein? Donc, parce que ça a des coûts, tout ça. Nous, on n'a pas calculé les coûts en face parce que c'est à lui de les calculer. Mais je crois qu'on les a calculés quand même là parce qu'on avait le SMEAG. Et il y a des coûts en face. Donc, par rapport aux coûts investis, qu'est-ce que je vais gagner, même si ce n'est pas des vrais euros qui ne vont pas être récupérés, mais c'est une équivalence d'euros entre voilà ce que j'ai fait et voilà ce que je peux apporter. Alors, bon, je crois que je vais finir. Ouais, j'ai 2 slides et après je prendrai vos questions parce que je vois qu'il y a pas mal de questions. Donc, alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, on a Start, Impact, React, donc qui sont intégrables dans l'état pour Start et React. Donc, quel que soit le type de projet, on applique ça sur tous les types de projets. On va mettre un peu d'intelligence artificielle pour Impact, pour faciliter la recherche d'informations, hein, pour alimenter la base de données, parce que pour l'instant, c'est des choses qui sont faites à la main, avec tout, bien sûr, des précautions à prendre pour l'intelligence artificielle. Hein, donc, on lui met des contraintes très, très fortes dans les scripts pour qu'il n'invente pas, pour qu'il vérifie, qu'il nous donne les sources. Enfin, voilà, donc on vérifie quand même ce qu'il fait. Le prototype Eval Biodiv, il faut l'étendre à tous les types d'écosystèmes, pas uniquement aquatiques, hein, tous les types d'écosystèmes. Et les deux vont être intégrés dans la plateforme d'intelligence Impact Plus. Et puis, en termes de financement, donc pour l'instant, on finance, pardon. Si on finance, on n'a pas besoin de financement. On sollicite la Banque Populaire Occitane, donc l'agence d'innovation à laquelle nous sommes, BPI sur la branche innovation, donc là on est en relation avec notre chargé d'affaires. Et puis, oui, on va peut-être utiliser la plateforme crowdfunding We Do Good, qui est une plateforme particulière, puisque la rémunération des investisseurs se fait par des royalties, hein, c'est-à-dire c'est du retour sur le chiffre d'affaires au produit, sur le produit.
Donc, avant de répondre à vos questions, donc pour continuer, ben, moi j'aurais besoin de savoir s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce genre d'outils, alors soit des intérêts à titre individuel, parce que ça fait sens chez vous, ben, vous m'envoyez un mail, vous dites, bah oui, c'est quelque chose qui m'intéresse à titre particulier, hein, et sous-entendu, éventuellement, peut-être dans un deuxième temps, si on lance le crowdfunding, vous serez investisseur. Et puis, pour les professionnels, il y a possibilité de demander plus de détails, puis même les particuliers aussi, hein, technique, modèle économique, marché, et les propositions de sites pilotes. Alors pour ça, vous prenez rendez-vous, vous avez un bouton là qui s'affiche en haut, vous cliquez, ça vous donne accès à mon calendrier et mon agenda, et vous pouvez prendre des rendez-vous. Et là, on discute bien sûr en toute confidentialité. Et je l'ai dit, il avait un peu trop vite, on a vraiment, nous, besoin de sites pilotes, hein. Donc, on a vraiment besoin qu'il y ait des professionnels qui nous proposent des cas d'études pour tester déjà ce qui est bien développé, ce qui est, le prototype fonctionne, mais on a besoin d'étendre, et puis on a besoin toujours de valider les résultats que l'on obtient. Et puis, on sait que ce seront des pilotes qui vont donner des résultats, parce que nos outils fonctionnent, on les maîtrise, et on sait ça ne sera pas juste quelque chose qui va, pour une entreprise, passer dans son budget R&D. Il y aura des vrais résultats utilisables d'un point de vue opérationnel. Donc, s'il y a des professionnels qui sont prêts à faire des tests et des pilotes, avec vraiment grand plaisir. Alors, en termes de questions, la responsabilité, j'y ai répondu. Pouviez-vous remettre le slide précédent, l'analyse de l'impact sociétal? Alors, je reviens, vous me direz si c'est le bon. C'est celui-ci que vous souhaitiez voir, Anne-Emmanuel. Ouais. Alors, vous cherchiez le 1-2. Le 1-2. 1 sur 2. Donc, le 1 sur 2, c'est celui-là. C'est celui-là, non? Ah non, le 1 sur 2, c'est celui d'avant. C'est bien celui-là. OK. Et vous souhaitez savoir quoi sur ce graphique en particulier? En fait, il n'est pas affiché. Alors, je ne sais pas duquel vous parlez. Alors, pour le coup, je vais les passer. Il y avait celui-ci. Bon, Anne-Emmanuel, je ne sais pas lequel vous faites référence, mais OK. Alors, Gilles, est-ce que ça peut servir pour un projet de reconquête de friches agricoles? Bah oui, oui, tout projet, tout territoire. Parce que qu'est-ce qu'on fait, nous? On va regarder ce qui se passe sur le territoire. Donc, quel que soit le type de projet, ça peut fonctionner. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Et je l'ai dit depuis le début, hein, nous, on a vraiment fait. Bon, ça, c'est un peu ce que j'ai remarqué du CNRS. Quand je développais les modèles, je faisais comme ça. Je voulais absolument des modèles qui soient suffisamment génériques pour être applicables à toutes les situations, et pas des modèles. Alors, l'inconvénient, c'est que quand on fait des modèles génériques, c'est qu'ils ne sont pas hyper sophistiqués. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer dans des détails, mais en revanche, ils sont utilisables avec peu de données d'entrée, et ils donnent déjà beaucoup d'informations, et surtout, ils peuvent faire de la comparaison. J'ai vu tout à l'heure dans les questions que quelqu'un m'a posé la question de avant et après chantier. Ben, c'est exactement ça. On peut vraiment faire des comparaisons avant et après chantier avec ce genre d'outils. Et on peut même faire des comparaisons avant et après chantier, avant que le chantier ait eu lieu, hein. C'est-à-dire qu'on fait de la simulation avant et après, et une fois que le chantier est passé, ben, on peut réalimenter l'outil avec des données obligatoires apportées par les bureaux d'études, hein. Nous, on ne remplace pas les bureaux d'études, hein. On est vraiment en complément, parce que les bureaux d'études, ils interviennent quand le projet est déjà parti, état initial, étude d'impact. Nous, on veut intervenir très à l'amont, très à l'amont. Mais on peut aussi intervenir après en utilisant les données des bureaux d'études, hein. Plus il y a de données, mieux les outils fonctionnent. Alors attendez, tac, 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 tac. OK.
Sera important d'intégrer l'indicateur du développement régional dans l'analyse de l'impact sociétal et pour les agglos. Alors, pour Start, le Start, c'est un questionnaire en fait, hein. Start, il scanne le projet. Il scanne le projet à travers le porteur de projet, parce qu'on s'est aperçu que, qu'un projet peut mal fonctionner ou être mal perçu la façon dont il est incarné, c'est-à-dire qui porte le projet. Alors, je ne dis pas que les personnes ne sont pas intelligentes, ou c'est pas ça, c'est qu'on a besoin de savoir comment ils voient leur projet, pas d'un point de vue technique, économique, réglementaire, mais comment ils le voient par rapport au territoire. Et dans des gros projets, le Start, on le fait tourner pour 5 personnes. Par exemple, le chef de projet, le responsable d'agence, le responsable environnemental, le responsable communication, le directeur de l'entreprise. Et on a de temps en temps par exemple, le radar, là, peut être très différent. Donc, ça veut dire quoi? Première chose à faire, rediscuter ensemble avant de parler à l'extérieur, parce que vous n'avez pas la même vision du projet en termes d'impact sur le territoire. On est bien sûr la façon dont le projet va être incarné et dont il va être perçu. Ça, c'est pour Start. Donc, c'est quelque chose qui scanne un projet, mais qui ne le scanne pas sur le côté technique, combien il y a de mâts d'éoliennes, combien il y a de puissance développée. Non, c'est vraiment des questions qui cherchent à comprendre quelle relation va avoir le projet avec le territoire. Et React, lui, c'est une analyse de risque. On obtient une valeur avec Start jusqu'à 10, on obtient une valeur avec Impact jusqu'à 10, et puis on a quelque chose qui somme les deux, puisqu'on s'aperçoit que les deux vont dans le sens. Donc pour Start et React, il n'y a pas de données à rentrer. C'est vraiment du questionnaire qui est posé au porteur de projet. Impact, lui, pas le Impact Plus, mais le Impact, lui, oui, il y a des données. Là, c'est les données du territoire. C'est les données du territoire qu'on va aller chercher. Donc, pour l'instant, on va les chercher, c'est nous qui les récupérons. Après, à moyen terme, on essaiera de se faire aider d'outils qui vont aller chercher les informations, surtout qu'il y en a de plus en plus d'informations. Et là, oui, on a besoin d'avoir ces données. Ça, c'est pour la partie Impact, React et Start. Et pour la partie Impact Plus, avec le module biodiversité, là, il y a toute une série de questions qui sont posées au porteur de projet, et il doit y répondre. Donc, et lui, il a les questions, il a les réponses ou il les a pas, c'est pas grave, ça va pas bloquer le projet, mais en revanche, ça lui permet, et nous, on a balayé pour lui tous les besoins que l'on a pour modéliser et puis pour simuler. Alors, je pense avoir répondu à la plupart des questions qui m'étaient posées jusqu'à présent. Donc, alors, je le répète aussi avant de vous quitter, c'est vraiment quelque chose qu'on veut orienter pour les entreprises, que ce soit des entreprises qui ont des actions vraiment sur les territoires, donc qui sont porteuses par exemple, d'extraction de matériaux ou d'énergie renouvelable, ou d'aménagement voilà, routier, autoroutier, hein, pour ne pas les nommer. Mais on veut aussi parler à des entreprises qui ont des actifs, c'est-à-dire qui ont plusieurs agences avec des constructions, des extensions, et on veut leur offrir quelque chose qui est comparable d'une agence à une autre pour la même entreprise. C'est-à-dire qu'au sein de l'entreprise, tout le monde va pouvoir se parler avec le même langage. Et ça sera plus ce que je vois très souvent sur le terrain, c'est-à-dire qu'un chef de projet qui défend son projet est obligé de raconter un peu la vue du territoire, mais avec ses mots. Et puis celui d'à côté va recommencer avec ses mots, et puis on va rien pouvoir comparer. Et puis les responsables vont dire oui, mais vous les gars, vous savez pas parler. Donc voilà. Donc là, c'est objectiver une situation. C'est pour ça qu'on utilise des matrices et pour qu'il y ait un cadre commun et qu'il y ait de l'entraide entre les équipes. Ça, c'est hyper important. C'est de l'entraide entre les équipes, et ça, on est obligé d'objectiver pour qu'il y ait cette entraide, puisqu'on a affaire à un matériau qui est quand même beaucoup immatériel, hein, c'est un peu bizarre de le dire, mais et à la fois l'environnement, alors je ne parle pas de l'environnement, le nombre d'espèces, des choses comme ça, là, on est vraiment sur des services écosystémiques, on est sur des services rendus, on est sur une perception de la valeur patrimoniale de l'environnement, donc on est vraiment sur des choses qui sont très subjectives, donc on est obligé d'avoir au moins le cadre qui permet aux personnes de se parler entre elles, de s'aider et de faire avancer le projet. Les collectivités, alors oui, les collectivités, nous, on a
On ne travaille pas avec les collectivités parce qu'on a beaucoup de difficultés à répondre au marché public. C'est toujours compliqué. On n'est pas staffé pour ça, hein, donc on n'a pas de gens qui savent bien répondre aux collectivités. Mais alors soit on travaille avec des acteurs qui, elles, répondent aux collectivités. Par exemple, dans les déchets, je citais tout à l'heure, on travaille avec Veolia. Ben, c'est Veolia qui répond au marché. Donc, quand on travaille pour Veolia, en fait, on travaille pour la collectivité. Hein. C'est indirect, quoi. Et quand on travaille avec des projets d'énergie renouvelable, ben, nos premiers interlocuteurs sont les collectivités. Donc, ce n'est pas elles qui nous payent, mais c'est pour elles qu'on travaille, que c'est avec elles qu'on travaille, pas pour elles, mais avec elles qu'on travaille. Et puis, de temps en temps, on a des marchés publics qui sont ouverts à de l'innovation, qui acceptent de travailler avec des façons de faire différentes. Donc là, on y va. Mais en revanche, il y a des collectivités qui sont ouvertes à travailler différemment, ben, bien sûr, elles sont les bienvenues, quoi. Mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Il nous reste 5 minutes. Si vraiment quelqu'un a une dernière question, je vais la prendre. Le replay sera en ligne sur notre site courant de la semaine prochaine. Donc, vous pouvez aussi faire circuler l'info. N'hésitez pas, si vous avez des questions, puis si vous êtes en capacité de me proposer des sites pilotes, de prendre rendez-vous, ça serait super. Si vous êtes intéressé, bah, faites-le savoir par mon adresse mail. Ça aussi, c'est important, hein, parce que comme on est en recherche de fonds, bah, on a toujours besoin de justifier. Ah, Thierry, ok, je n'avais pas vu. Bonjour Thierry. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, merci à toutes et à tous. Bonne journée et puis bon week-end. Et au plaisir.